La couleur relève non seulement de la physique, de la chimie, de la physiologie, des neurosciences, mais aussi des sciences humaines, anthropologie, ethnologie, sociologie, linguistique, psychologie, philosophie. Donc il y a tout un contexte socio-culturel dans lequel la couleur, par son caractère symbolique et conventionnel, fait partie du langage. Et puis les couleurs inhérentes à notre environnement sont intimement liées à l'essor des développements technologiques. Les couleurs en sont au moins l'outil, quand ce n'est pas l'objet même. Prenons quelques exemples. Les écrans couleurs, de la télévision, des téléphones portables, des tablettes, etc. L'impression par quadricolis, des livres, ce qu'on vous a présenté, des magazines, des journaux. La photographie, qu'elle soit argentique ou numérique. L'éclairage, la signalisation, comment on l'aide. Les colorants et les procédés de peinture. Les pigments et les techniques de peinture. Les cosmétiques, mais là c'est encore un petit peu de la peinture. Et puis la couleur intervient bien sûr dans l'art, et dans la mesure où la perception est visuelle, bien sûr. Et là, Philippe Walter, demain matin, nous illustrera très bien cet aspect. Alors, les phénomènes à l'origine des couleurs sont extrêmement variés. Les couleurs naissent de l'interaction d'un dialogue entre la lumière et la matière. Il n'y aurait pas de couleurs sans lumière. Et les couleurs n'existeraient pas sans la matière parce qu'elles résultent de l'interaction des ondes lumineuses avec la matière, avec les objets, quand ce n'est pas la matière elle-même qui se fait source de lumière colorée. Alors parler de tous ces phénomènes en 45 minutes, c'est comme résumer Proust en 45 minutes. Alors la question préliminaire, c'est qu'est-ce que la couleur? Question extrêmement difficile, et Aristote disait déjà, de toutes les qualités, la couleur est celle dont il est le plus difficile de parler. Alors d'abord, quelques mots sur l'étymologie et la signification du mot couleur. Dire que ce mot vient du latin color, ça ne nous avance pas beaucoup. C'est plus intéressant de remarquer que ce mot est sans doute rattaché au groupe de Céléré qui veut dire cacher. Effectivement, la couleur appliquée sur un objet le cache en quelque sorte. Et au XVIIIe siècle, la couleur avait au sens figuré, effectivement, la signification d'apparence trompeuse. Parce que la couleur d'un objet dépend de la façon dont on l'éclaire, en particulier, dont on l'observe. Et le plus bel exemple, peut-être que Jacques Louvage le présentera vendredi, c'est la coupe de Lycurgue, ce verre particulier qui apparaît vert lorsqu'on l'éclaire de l'extérieur et qui apparaît rouge lorsqu'on l'éclaire de l'intérieur. Puisqu'il n'y a pas de couleur sans lumière, il faut rappeler bien sûr le b.a.-ba, c'est-à-dire que la lumière, visible par notre œil, n'est qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques, celles dont les longueurs d'onde vont en gros de 400 à 700 nanomètres. Et oui, je me suis bien gardé de dessiner ici les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que les ondes électromagnétiques n'ont pas de couleur. Alors, d'où vient la couleur? Eh bien, la couleur est une sensation physiologique, c'est-à-dire une construction de notre cerveau. Prenons par exemple ce pointeur laser vert qui vous renvoie de la lumière verte. Notre œil reçoit un photon dont l'énergie correspond à la longueur d'onde qui nous donne notre sensation de vert à 530 nanomètres. Quand ce photon frappe la rétine, il est absorbé par les photorécepteurs, et le premier acte de la vision, c'est un acte chimique, plus précisément un acte photochimique, parce que ce photon déclenche l'isomérisation, donc c'est une photoisomérisation du rétinal, une petite molécule qui est située dans une protéine qu'on appelle l'opsine. Et cette photoisomérisation déclenche toute une série de réactions biochimiques complexes, avec ouverture de canaux ioniques, etc., pour arriver finalement à la création d'une impulsion électrique qu'on appelle potentiel d'action. Et cette impulsion électrique est transférée au cerveau via le nerf optique. C'est pour ça que j'ai représenté toute cette série d'impulsions ici électriques qui sont interprétées par le cerveau de telle sorte que nous avons une sensation de vert. À 580 nanomètres, c'est une sensation de jaune.
à 700 rouge, 470 bleu, 400 violet, et pour toutes les longueurs d'onde intermédiaires, des couleurs d'intermédiaire. Alors ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si à une longueur d'onde correspond une couleur, la réciproque souvent n'est pas vraie. Prenons par exemple une sensation de jaune, le cas où c'est un photon dont l'énergie correspond à la longueur d'onde de 580 nanomètres n'est pas le plus courant. En particulier, vous pouvez avoir une sensation de jaune quand vous recevez simultanément les lumières correspondant aux longueurs d'onde 700 et 730 nanomètres, qui séparément nous donnent une sensation de rouge et de vert, mais qui simultanément nous donnent une sensation de jaune. Et d'ailleurs, le jaune que vous voyez ici sur cet écran, il résulte du fait que le vidéoprojecteur superpose sur l'écran une lumière rouge et une lumière verte. Et puis nous avons une sensation de jaune lorsque le spectre visible est amputé des courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire dans le bleu et dans le violet. Et c'est seulement lorsque tout le spectre visible est présent que nous avons une sensation de blanc. Mais il ne faut pas s'y tromper, parce qu'en regardant le soleil à travers un prisme, on verra toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, il faut retenir que l'œil est la palette qui mélange les couleurs, et c'est ce qu'avaient déjà compris les Égyptiens. Une petite expérience que vous pouvez faire très simplement, comme je l'ai fait ici, c'est de photographier cette lampe fluo-compacte à travers des lunettes gadget, ce sont des lunettes diffractantes, et vous voyez apparaître toutes les couleurs. Et à droite, j'ai représenté le spectre réel de cette lumière. Alors maintenant, quelques mots sur le fonctionnement de l'œil. Donc, l'image de ce qui est dans le champ visuel de l'œil est projetée sur la rétine à travers le cristallin, et cette rétine est constituée de photorécepteurs du type cône et bâtonnet. Je passe rapidement parce que tout le monde, je pense, connaît ça. Mais je rappelle tout de même que la couleur est due aux photorécepteurs du type cône. Il y en a de trois, qu'on appelle SML, de l'anglais Short Medium Long, pour Short Wavelength, Medium Wavelength et Long Wavelength. C'est beaucoup mieux de dire que ce sont des cônes bleus, verts et rouges, parce que vous voyez qu'en fait, pour les cônes que certains appellent rouges, le maximum est vers les 570 nanomètres, ce qui correspond au jaune-vert. Mais c'est vrai que ce sont des cônes qui ont une sensibilité qui vont jusque dans le rouge. Donc, et vous voyez aussi que ces courbes de réponse se chevauchent énormément. Ça veut dire que l'œil, en fait, procède par comparaison des signaux qui vont provenir de 2 ou voire même de 3 types de cônes. Et ces cônes ne fonctionnent qu'à un niveau d'intensité lumineuse suffisamment élevé. Et lorsque la lumière ambiante est peu intense, ce sont les bâtonnets qui sont beaucoup plus sensibles, qui entrent en action. Voici leur courbe de réponse, mais ils ne donnent aucune sensation de couleur. Et c'est pour ça que la nuit, on dit que tous les chats sont gris. Alors, grâce à cette trichromie visuelle, il est possible de synthétiser toutes les couleurs à partir de 3 couleurs primaires. Dans la synthèse additive, on procède à la superposition de lumières colorées, et c'est le principe de la télévision couleur, c'est le système RVB, c'est le principe du vidéoprojecteur, comme je disais il y a un instant, et puis vous voyez que la superposition de ces 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, en proportion quasi égale, donne du blanc, et c'est le principe du type d'éclairage fluo qui possède 3 luminophores émettant dans le bleu, le rouge et le vert. On fait de la synthèse soustractive en éliminant certaines longueurs d'onde de la lumière blanche, c'est-à-dire soustraire ces longueurs d'onde, et pour le comprendre, il est commode de prendre des filtres colorés, mais dans les pratiques, on utilise ce procédé pour l'impression couleur, avec des mélanges d'encre ou de pigments. Mais vous savez que dans vos imprimantes, il y a en fait une 4e cartouche noire. Bien que les 3 couleurs primaires, qui sont en général pour l'imprimerie cyan, magenta et jaune, par superposition donnent du noir, en fait, les spectres des colorants ne sont pas parfaitement complémentaires, ça donne du gris. Et donc, on rajoute une cartouche noire pour améliorer le contraste. Et puis, je rappelle rapidement que la superposition de 2 couleurs primaires donne la couleur complémentaire de la 3e. Effectivement, lorsque vous superposez du jaune et du bleu,
en synthèse additive, vous obtenez du blanc, et ici, en superposant du cyan et du magenta, du cyan et du rouge, vous obtenez du noir. Alors, après cette introduction, je vais vous présenter un panorama des mécanismes de production des couleurs. Attention, production des couleurs, je veux dire par là, ce n'est pas la production des couleurs dans le cerveau, sont les mécanismes par lesquels la lumière qui parvient à l'œil n'est pas de la lumière blanche parce que certaines longueurs d'onde ont disparu par absorption par un colorant, par exemple, ou certaines longueurs d'onde ont été amplifiées par un phénomène d'interférence, par exemple. Puis je dirais quelques mots très rapides sur les couleurs d'incandescence pour introduire une notion importante dans la pratique, c'est la température de couleur. Et puis j'insisterai un peu plus sur les couleurs dites physiques, entre guillemets, j'expliquerai les guillemets. Les couleurs par absorption qui sont le plus souvent employées, le terme le plus souvent employé c'est couleurs chimiques, mais je vous expliquerai pourquoi je préfère le terme couleur par absorption. Et puis enfin les couleurs de la luminescence. Alors, à propos des mécanismes de production des couleurs, commençons par celles qui résultent d'une interaction lumière-matière. Et dans la perception de la couleur d'un objet, il y a trois éléments qui entrent en jeu: la source de lumière, l'objet et l'observateur. Alors, cette tomate que nous voyons rouge, eh bien, la couleur rouge n'est pas une propriété intrinsèque de la tomate, c'est pour ça que je l'ai représentée ici en gris. Et la preuve en est, c'est que si vous diminuez l'intensité lumineuse ambiante, eh bien la tomate vous paraîtra grise. Et si nous la voyons en couleur, si nous avons une sensation colorée, c'est parce que les cônes, comme j'ai dit il y a un instant, sont opérationnels. Et comme la tomate possède un pigment qui s'appelle le lycopène, qui absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf dans le rouge, nous avons une sensation de rouge. Et alors, d'une façon générale, le plus souvent, on parle de couleur chimique lorsque la couleur résulte d'une absorption de la lumière à certaines longueurs d'onde par la présence de pigments et de colorants. Alors, il est important aussi de remarquer que la couleur d'un objet dépend de la composition spectrale de la source qui l'éclaire. On vous parlera, je crois, demain de la couleur des pierres. Là, j'anticipe en vous présentant les couleurs de l'alexandrite. Si on observe l'alexandrite avec une lumière, alors l'alexandrite absorbe peu dans le rouge et dans le vert, donc on renvoie à ces longueurs. Donc si on l'éclaire avec une lumière comme une lampe halogène riche en radiation correspondant au rouge, la teinte tire sur le rouge. Si on l'éclaire avec la lumière solaire qui est riche en longueur d'onde dans le vert, eh bien sa teinte tirera sur le vert. Donc ça, il faut toujours garder à l'esprit l'importance de la source d'éclairage. Alors maintenant, je vais prendre un autre objet, le papillon morpho. La couleur bleue métallique superbe n'est pas due à un colorant, mais à un phénomène physique. Il s'agit des interférences sur la microstructure périodique des airs. Alors donc, puisqu'il s'agit d'un phénomène physique, le plus souvent on parle de couleurs physiques, et dans le cas particulier des interférences, de couleurs interférentielles, mais il y a d'autres phénomènes physiques responsables des couleurs. Il y a la dispersion et la diffusion, sur lesquelles je reviens. Et puis on parle aussi souvent de couleurs structurales par opposition aux couleurs pigmentées. Alors il y a un cas qu'il est difficile de classer. C'est le vert rubis, très beau vert utilisé pour les flacons de parfum, qui doit sa couleur rouge au fait qu'il y a la présence de très fines particules d'or. Et ces particules d'or ne sont pas des pigments, mais se comportent comme tels parce que ces particules absorbent les longueurs d'onde jusqu'à vers 600-650 nanomètres, d'où la sensation de rouge. Et là, le phénomène responsable de la couleur, c'est un phénomène physique. C'est-à-dire que ce sont des placements de surface, c'est-à-dire des oscillations collectives d'électrons sous l'influence de l'onde électromagnétique. Ce sont ces placements de surface qui sont responsables de la couleur, c'est un phénomène physique. Et puis si on passe des particules d'or aux particules d'argent aux particules de cuivre, on n'aura pas les mêmes couleurs. Donc la nature chimique intervient. Alors s'agit-il de couleurs physiques ou de couleurs chimiques? Et puis quand on réfléchit sur le terme couleur chimique, quel est le phénomène à la base? C'est l'absorption d'un photon. Et ce photon fait passer une molécule d'un état fondamental à un état d'énergie supérieure.
Ça, finalement, c'est un phénomène physique, et c'est régi par la mécanique quantique. Donc finalement, tout en réfléchissant, j'évolue et je me dis qu'il serait préférable de parler de couleurs par absorption, qu'il s'agisse de pigments, de colorants, de nanoparticules, dans la mesure où ces couleurs dépendent de la nature chimique de l'espèce, et de ce fait, cette espèce absorbe la lumière à certaines longueurs d'onde. Et puis d'un autre côté, on peut maintenir le terme couleur physique, et il serait peut-être plus judicieux de dire qu'il y a des couleurs par dispersion, par diffusion et par interférence qui dépendent peu de la nature chimique. Alors maintenant, les couleurs résultant d'émission de lumière, dans ce cas, l'œil perçoit directement une lumière colorée, par exemple ici, venant de diodes électroluminescentes. Et ce phénomène est l'électroluminescence parce que l'émission de lumière résulte de l'application d'un champ électrique. Nous y reviendrons. Mais il y a d'autres formes de luminescence. Il y a là aussi la photoluminescence, qui est une émission de lumière consécutive à une absorption de lumière. La chimiluminescence, qui est une émission de lumière au cours d'une réaction chimique, et pour moi, c'est la seule couleur réellement chimique. La bioluminescence au cours d'une réaction biochimique, et puis il y a d'autres formes de luminescence, triboluminescence, cathodoluminescence, thermoluminescence, etc. Je n'insiste pas davantage. Donc toutes ces formes d'émission lumineuse dépendent de la nature chimique du corps émetteur. Et c'est ce qu'il faut opposer à l'incandescence. Dans le cas de l'incandescence, la couleur dépend très peu de la nature chimique du corps émetteur. Elle résulte d'une augmentation de température très élevée, jusqu'à plus de 10 000 degrés. Et donc, alors que la luminescence ne résulte pas d'une augmentation de température, et c'est pour ça que souvent on emploie les termes de lumière froide, entre guillemets, et de lumière chaude. Donc voilà, alors ce qu'il faut remarquer ici, qui est très important, c'est que tout ce qui est dans la partie droite du tableau, il s'agit de couleurs liées à la nature chimique, et toutes les couleurs qui sont dans la partie gauche du tableau, ce sont des couleurs qui ne sont pas liées à la nature chimique. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça dans la genèse des couleurs? C'est qu'on a les deux grandes catégories, interaction lumière-matière, émission de lumière colorée, et qu'on a d'une part les couleurs par absorption, et les autres couleurs par les phénomènes physiques, dispersion, diffusion, interférence, diffraction, etc. Et puis l'émission de lumière colorée par incandescence, par luminescence. Alors distinguons bien les couleurs qui sont liées à la nature chimique et celles qui ne le sont pas. Alors quelques mots maintenant sur les couleurs de l'incandescence. Voici quelques exemples de corps incandescents. À 700 degrés, la couleur est rouge, c'est par exemple la résistance de votre grille-pain. Puis, quand on arrive à 1500 degrés, la couleur devient jaune orangé. À partir de 2000 degrés, on a une impression de blanc. Le soleil, en température de surface, est environ 5500 degrés. Et au-delà de 10 000 degrés, le blanc est bleuté. D'ailleurs, les étoiles les plus chaudes sont bleutées et les moins chaudes sont orangées. Alors, je passe rapidement sur le concept de corps noir que les physiciens de la fin du Xe siècle ont institué pour comprendre ces variations de couleurs. Bien, voici le spectre d'émission du corps noir. Ce corps qui est appelé noir parce qu'il absorbe toutes les longueurs d'onde, mais porté à haute température, il émet selon un spectre continu, tel que lorsque la température augmente, le spectre se déplace vers les courtes longueurs d'onde et l'intensité augmente. Je passe les détails sur la loi de Wien de Stefan Boltzmann, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc vers 3000 degrés, c'est la lampe, la bonne vieille lampe à incandescence ou la lampe à halogène, et le soleil est à 5800 K. Alors ce que je veux surtout dire ici, c'est qu'il y a une correspondance entre les couleurs de l'incandescence et la température à laquelle le corps est élevé. Et ça, c'est important dans le domaine pratique, en particulier de l'éclairage, parce que ça permet de définir une température de couleur d'une source. Bien, cette température de couleur exprime la chromaticité de son rayonnement en référence au corps noir. La chromatocité, c'est ce qui caractérise la couleur. Il y a trois caractéristiques de la couleur, la teinte, la saturation et la clarté. Et la chromaticité, c'est la teinte et la saturation. Ah, j'ai oublié une petite remarque. Ici, c'est que, en particulier, dans les lampes que l'on achète, elles sont vendues comme étant un blanc chaud ou un blanc froid. Alors on appelle blanc chaud
un blanc qui va tirer un petit peu sur le jaune orangé et un blanc froid qui va tirer sur le bleu. Et alors vous voyez que paradoxalement, eh bien, un blanc chaud a une température de couleur inférieure à un blanc froid. Alors des couleurs physiques maintenant. Eh bien, comme je disais, il y a d'une part les couleurs par dispersion, d'autre part par diffusion, et des couleurs interférentielles avec ou sans diffraction. Alors, je vais passer rapidement sur les couleurs par dispersion parce que nous avons une conférence sur l'arc-en-ciel. Donc, je rappelle très brièvement que la dispersion du prisme est due au fait que la célérité de la lumière dépend de la longueur d'onde dans tout autre milieu que le vide, et que tout est régi par l'indice de réfraction qui est le rapport de la célérité de la lumière dans le vide en celle au milieu. Et si au lieu de prendre un prisme, on prend un flacon ici, expérience aussi là qu'il est facile à faire, et qu'on éclaire à travers un écran percé, et on voit apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel qui résultent du fait que la lumière est d'abord réfractée, puis subit une réflexion interne, et ensuite est à nouveau réfractée. Et donc vous connaissez tous les arcs-en-ciel, avec l'arc primaire, l'arc secondaire. Pour l'arc secondaire, il y a une réflexion interne de plus. Alors, les couleurs par diffusion. Quand un faisceau lumineux traverse un milieu transparent dans lequel il y a une suspension de particules, une partie du faisceau est déviée. Et si ces particules ont une taille inférieure au dixième de la longueur d'onde, il s'agit de la diffusion Rayleigh, puisque c'est l'ordre Rayleigh qui en a établi la théorie. Donc cette diffusion Rayleigh a une intensité qui est un centre de symétrie du point de vue distribution spatiale, mais ce qui est plus important, c'est que l'intensité est inversement proportionnelle à la puissance quatrième de la longueur d'onde, si bien que la lumière bleue est plus efficacement diffusée que la lumière rouge d'un facteur 10. Et c'est pour ça que le ciel est bleu, comme tout le monde sait, quand on l'observe à la verticale, alors que si on l'observe au soleil couchant, la lumière a traversé une grande partie de l'atmosphère, donc la lumière est appauvrie en radiation de courte longueur d'onde, et le ciel paraît rouge. Alors une expérience que j'ai faite et photographiée ici, que vous pouvez faire aussi, c'est la décomposition du thiosulfate de sodium en milieu acide qui forme des particules de soufre. Et alors c'est en plus une belle manip de cinétique, hein, mais à un moment donné, tant que la taille des particules est inférieure au dixième de la longueur d'onde, eh bien vous simulez ici latéralement le bleu du ciel. Malheureusement il y a un peu trop de lumière, mais je pense que vous voyez bien la diffusion ici bleu latéralement, et puis sur un écran, vous avez simulé le coucher d'un soleil. Alors si vous ne voulez pas vous embêter avec du thiosulfate de sodium, vous prenez du lait écrémé et ça marche très bien aussi. Alors, lorsque la taille des particules dépasse le dixième de la longueur d'onde, à ce moment-là, il n'y a plus de symétrie dans la distribution angulaire de l'intensité, et cette symétrie dépend de la taille. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que l'intensité de la lumière diffusée dépend peu de la longueur d'onde. Ça veut dire que si l'objet est éclairé en lumière blanche, il paraîtra blanc, et c'est le cas en particulier des nuages. C'est le cas de la fumée de cigarette qui est exhalée par un fumeur, parce que les particules se sont chargées de d'eau, alors que la fumée de cigarette directement est là dans un régime de Rayleigh. Vous avez donc d'autres exemples. Le blanc d'œuf est translucide, mais lorsqu'on le cuit, il se forme des agrégats moléculaires de taille supérieure au dixième de la longueur d'onde, et donc ça donne du blanc, et de même pour le lait. Alors, dans les couleurs interférentielles, il faut distinguer les cas avec et sans diffraction. Le cas le plus simple, sans diffraction, c'est la monocouche. Et la lumière réfléchie par la face avant se interfère avec la lumière réfléchie par la face arrière. Et donc, selon la direction, les ondes réfléchies par la face avant et par la face arrière peuvent être en concordance de phase. Donc, c'est des interférences constructives. Et ici, tel que c'est représenté, le rouge va être très bien vu. Si au contraire, à une autre longueur d'onde, il y a opposition de phase, pas de lumière, pas de couleur détectée. Et évidemment, ça dépend aussi de l'épaisseur de la couche. Et c'est pour ça qu'une bulle de savon ou un film de Hurlot
apparaissent avec des couleurs qui changent avec la direction d'observation. Et les couleurs qui changent avec la direction d'observation, c'est ce qu'on appelle l'iridescence. Et puis, si on a affaire à des multicouches, le facteur de réflexion global est beaucoup plus grand. Et dans ce cas, les effets de couleur sont plus contrastés. C'est le cas de la nacre, qui doit ses couleurs interférentielles au fait qu'elle est constituée de couches alternées organiques, de protéines, et minérales, qui est l'aragonite. Et puis, il y a le cuticule des scarabées, etc. Alors, il peut y avoir aussi diffraction, c'est-à-dire lorsque la matière a une structure périodique, microstructure périodique, telle que chaque motif a une taille de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Alors chaque motif va diffracter la lumière et les ondes issues de chacun de ces motifs vont interférer et vous donner des couleurs interférentielles. Alors le cas le plus simple, lorsqu'on se déplace du centre vers l'extérieur d'un disque compact, eh bien, on a une pseudo-périodicité à une dimension, qui correspond au sillon. À deux dimensions, ce sont les réseaux de diffraction, que l'on retrouve dans une plume de Pan. Voici les clichés de microscopie électronique qui le révèlent très bien. Et puis, dans le cas du papillon morpho, on a également des structures à deux dimensions. Et puis, à trois dimensions, ce sont les cristaux ioniques, qui sont des empilements ici pour l'opale noble australienne, qui sont des empilements de sphères de silice hydraté, des empilements plus ou moins réguliers. Et comme les silices sont cimentés entre elles, eh bien, ça donne une certaine transparence et des couleurs tout à fait magnifiques. Alors les couleurs par absorption, c'est-à-dire absorption principalement par les colorants et les pigments. Alors je rappelle la différence de définition entre un colorant et un pigment. Un colorant est soluble dans le milieu dans lequel il est dispersé, alors qu'un pigment est insoluble. Alors en fait, la frontière entre les deux n'est pas aussi nette que ça, parce qu'une substance peut se comporter dans certains cas comme un colorant ou comme un pigment, et puis on peut transformer un colorant en un pigment, notamment en peinture, c'est-à-dire prendre un colorant et l'utiliser pour recouvrir des fines particules blanches, par exemple de talc ou de craie ou d'alumine ou d'oxyde de titane, et c'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle des pigments laqués. Peut-être que Walter vous en parlera un petit peu demain. Alors, les exemples de couleurs par absorption sont multiples, principalement dans la vie quotidienne, et pour décrire tous les phénomènes de couleurs qui sont là, il faudrait plusieurs heures. Et de toute façon, il y a d'autres conférences et des ateliers où il sera beaucoup question de couleurs entre guillemets par absorption. Donc je vais me limiter à quelques exemples qui ne devraient pas être trop abordés, en particulier les couleurs des végétaux, bien que je ne sache pas encore en détail. Donc je voudrais dire que les couleurs des végétaux sont dues à trois familles de pigments, les chlorophylles, les caroténoïdes et les flavonoïdes. Les chlorophylles, il y en a plusieurs, les principales sont les A et B qui se distinguent très peu du point de vue structural. Le carotène, bien connu, et puis les flavonoïdes sous forme de flavones, flavonones, flavonols, et les anthocyanes. Vous avez les formules ici. Vous avez ici les specs d'absorption des chlorophylles qui montrent bien qu'elles absorbent peu dans le vert, et c'est bien ce qui explique la couleur verte des feuilles, comme chacun sait, et qu'à l'automne, lorsque la durée des jours diminue, et quand la température diminue, le rendement de la photosynthèse décroît très sensiblement, et ce qui laisse apparaître des pigments qui étaient cachés par la chlorophylle, principalement les caroténoïdes, et il peut même y avoir d'autres pigments qui sont synthétisés par la plante à ce moment-là, en particulier les anthocyanes. Alors on trouve évidemment le carotène dans la carotte, le lycopène dans la tomate. Le poivron peut être multicolore et tout dépend de sa teneur en chlorophylle, en flavonoïdes et en caroténoïdes. Ce sont les flavonoïdes principalement qui expliquent la couleur des fleurs, et en particulier toutes ces couleurs rouge, pourpre, bleu, etc. sont dues aux anthocyanes. Et les mêmes anthocyanes sont responsables de la couleur des rouges.
Alors ça, du point de vue chimie et spectroscopique, c'est intéressant. Donc, en fait, les anthocyanes sont fabriqués à partir des anthocyanidines dans la plante par glycolysation. Alors, je précise un mot de vocabulaire. Si vous voyez anthocyanine, les anthocyanines, c'est le terme anglais. Le terme français, c'est anthocyanes. Attention à la confusion. Alors, vous avez le motif ici général des anthocyanidines. Et il est intéressant de remarquer, selon la position des substituants et selon leur nombre, on peut avoir des couleurs très sensiblement différentes. Et il n'y a pas qu'un phénomène, un effet structural, il y a aussi l'influence du milieu. C'est-à-dire que le même colorant, même pigment, la cyanidine, est rouge dans le coquelicot parce que c'est en milieu acide, et bleu dans le bleuet parce que c'est un milieu basique. Alors là, j'ai photographié de multiples fleurs pour artistiquement les représenter sur un cercle chromatique. On peut trouver avec les feuilles et les fleurs toutes les couleurs possibles. Alors bien sûr, depuis l'Antiquité, les hommes ont cherché à extraire les colorants pour teinter leurs tissus. Bien sûr, l'indigo en tête, ce qui était importé des Indes, la guêtre, qui est la pastel des teinturiers, qui répondent d'ailleurs à la même formule chimique. La gaude, qui a été cultivée dans les pays tempérés et surtout utilisée au Moyen-Âge, le colorant et la lutéoline. Et puis la garance, dont on peut extraire des racines, la lizarine principalement, très utilisée, et même pour les pantalons des fantassins de l'armée française jusqu'en 1915, mais c'était vraiment trop voyant. Alors, au XIXe siècle, donc je passe très rapidement, au XIXe siècle, c'est le grand essor de la chimie, le grand progrès de la chimie, et apparaît en 1856 le premier colorant synthétique, la modéine, synthétisé par Perkin, et puis vont s'en suivre toute une révolution de la chimie des colorants, avec la synthèse en 1868 de l'alizarine, ce qui a mis fin à la culture de la garance. Un brevet a été pris par BASF. L'indigo, qu'on a cessé d'importer. Là aussi, c'est un brevet BASF. Et actuellement, BASF fournit plus de 40% de la production mondiale d'indigo, qui sert principalement à la teinture des blue jeans. Alors, le terme blue jeans vient de bleu de gêne, prononcé à l'anglaise, parce que le bleu de gêne, c'était une toile très solide qui était fabriquée à Gênes depuis le XVIe siècle. Et donc la prononciation à l'anglaise, c'est Blue of Jeans. Et donc c'est effectivement un Américain, Oscar Lévi-Strauss, qui dans les années 1850 aux États-Unis a eu l'idée d'utiliser cette toile de tente pour en faire des pantalons. L'engouement n'a jamais cessé depuis. Alors là, je présente quelques familles de colorants extrêmement rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, je signale le Color Index recense plus de 8000 colorants de structures chimiques différentes et plus de 40 000 dénominations commerciales. Ça fait énorme. Alors, je vais terminer avec les couleurs de la luminescence. D'abord, le mot luminescence a été inventé par le physicien Widman pour désigner tous les phénomènes lumineux qui ne résultent pas d'une augmentation de température. Alors, d'une façon générale, un atome ou une molécule est porté dans un état excité par absorption d'énergie, puis il revient à son état fondamental en émettant de la lumière, qui est appelée luminescence. Il existe de nombreuses formes de luminescence selon le mode d'excitation. Lorsque l'excitation est due à l'absorption de lumière, on parle de photoluminescence, et c'est principalement la fluorescence et la phosphorescence. Lorsque c'est un champ électrique qui provoque l'excitation, c'est l'électroluminescence. Les électrons accélérés, comme dans les anciennes TV, la cathodoluminescence. Dans le cas où l'énergie est apportée par une réaction chimique, eh bien c'est la chimiluminescence. Réaction biochimique, la bioluminescence. Avec une excitation par des rayons X ou des rayonnements radioactifs, c'est la radioluminescence. Une élévation de température modérée pour libérer des électrons dans un piège, c'est la thermoluminescence.
La triboluminescence est obtenue par frottement-rupture et la pseudoluminescence par des ultrasons. Alors, faute de temps, je ne parlerai que de la photoluminescence et de l'électroluminescence, qui sont les formes de luminescence les plus employées dans la pratique. Donc la photoluminescence, c'est une émission de lumière consécutive à une absorption de lumière. Il y a la fluorescence et la phosphorescence. Alors déjà, là, il faut être très précis dans le langage, parce que peu de gens, même ceux qui travaillent dans le domaine de la fluorescence, savent d'où vient le mot fluorescence et pourquoi il y a dans ce mot fluor. Alors que le fluor n'a rien à voir avec l'émission de lumière. En fait, c'est Sir Gabriel Stokes, dans les années 1850, qui a inventé ce mot, tout simplement parce qu'il avait observé ce phénomène d'émission lumineuse consécutive à une absorption de lumière dans des cristaux qu'on appelait fluorospar ou fluorospat en allemand, qui sont à base de fluorine, la fluorine qui est du fluorure de calcium. Mais la fluorine elle-même, le fluorure de calcium, n'est pas fluorescent. Et en fait, la lumière qu'on voit ici, c'est dû à des impuretés. Des impuretés, en particulier des terres rares, de l'europium, terre d'or, etc. Et donc, il a pensé, le mot opalescence était très souvent employé à l'époque, donc il a dit, bon, je vais appeler ça fluorescence. Et ça n'a rien à voir avec le fluor. D'autre part, le terme phosphorescence, il vient du grec, phos la lumière et phora une portée, donc ça veut dire qui porte la lumière. Et là aussi, il y a beaucoup de confusion, parce que ça n'a rien à voir avec le phosphore. Alors l'étymologie est la même. C'est-à-dire qu'on a donné le nom de phosphore à cet élément parce que les vapeurs s'enflamment spontanément, donc il y a émission de lumière, donc il porte bien la lumière. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas de la phosphorescence, c'est de la chimiluminescence. C'est au cours de la réaction de combustion qu'il y a émission de lumière. Et puis la confusion est entretenue par les Anglais parce qu'ils emploient encore maintenant le terme de phosphore, sans E, pour désigner ce que nous appelons, nous, les luminophores. Alors, quand certains voient des articles en anglais qui en transcrivent en français, ben, ils disent que, par exemple, dans des écrans luminescents, eh bien, ils disent que, ben oui, il y a du phosphore dans l'écran luminescent. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, d'autre part, il faut insister sur la différence en tant que phénomène entre la fluorescence et la phosphorescence. Dans le cas de donc, quand une molécule est portée à l'état, tout ce temps est porté à l'état excité, il y a trois voies d'excitation possibles. Des excitations non radiatives, sans émission de lumière, c'est le colorant, c'est le pigment. Mais dans certains cas, le colorant ou le pigment émet de la lumière et c'est de la fluorescence. Mais il y a une troisième voie qui est le passage dans un deuxième état excité qui ne pourrait pas être atteint directement, dans lequel l'entité séjourne un certain temps avant d'émettre de la lumière, et c'est la phosphorescence. Alors, du fait qu'il est resté dans cet état excité un certain temps, eh bien, la phosphorescence perdure beaucoup plus longtemps que la fluorescence. Le déclin de fluorescence, c'est en moyenne la nanoseconde, ça va jusqu'à quelques centaines de nanosecondes. La phosphorescence peut durer plusieurs heures. Alors souvent, les gens disent ben, la phosphorescence, c'est quand c'est long, et la fluorescence, c'est quand c'est très court. Eh bien non, ce n'est pas la bonne définition, parce qu'il y a des fluorescences longues, de plusieurs centaines de nanosecondes, qui rejoignent des phosphorescences courtes, de quelques dixièmes de microsecondes. Donc la véritable distinction entre les deux phénomènes, c'est le passage par un état excité intermédiaire. Alors je ne vais pas détailler le diagramme de Perrin-Jablonski pour des molécules organiques en solution, c'est juste, je vous le montre juste pour vous dire que lorsqu'il y a absorption d'un certain nombre de niveaux excités et vibrationnels, eh bien il y a une perte d'énergie, et à cause de cette perte d'énergie, eh bien, le spectre de fluorescence est déplacé par rapport au spectre d'absorption vers les faibles énergies, c'est-à-dire vers les grandes longueurs d'onde, et c'est pour ça qu'on observe le plus souvent la fluorescence en excitant dans l'UV, et à ce moment-là, la lumière que l'on récolte, ce n'est que la fluorescence, ou éventuellement la phosphorescence. Alors le premier colorant organique de fluorescence, c'est la fluorescéine, qui a été inventée par Bayer en 1871, et par la suite, il y a eu de très nombreuses familles, surtout avec l'objectif de fabriquer des colorants laser, comme les coumarines, les rhodamines, les cyanines, etc. Et puis, je n'ai pas l'envie, avec une petite larme, de vous montrer cette série de molécules qui a été mise au point dans mon équipe il y a très longtemps, sur les aminobenzoxazinones, qui, en changeant de substituant, peuvent vous donner toutes les couleurs. Elles ont été utilisées en particulier en cytométrie en flux, en biologie ou comme colorant laser.
Et alors justement, en biologie, c'est important de remarquer que la fluorescence est considérablement utilisée pour faire de l'imagerie multicouleur. Soit on utilise des colorants tels quels, mais ils sont peu sélectifs, ils vont se mettre dans certains endroits selon leur structure chimique, comme le bromure d'éthidium s'intercale entre les paires de bases. Pour les rendre plus sélectifs, on les accroche à des anticorps, mais actuellement, ce qui est très en vogue, c'est l'utilisation de protéines fluorescentes. La première d'entre elles, c'est la GFP, la Green Fluorescent Protein, qui est extraite d'une méduse Cora victoria qui est bioluminescente. Et la fluorescence de cette protéine est due à, ici, ce tripeptide qui est cyclisé. Et la GFP a donné lieu, et d'autres protéines fluorescentes ont donné lieu à de très nombreux travaux qui ont été couronnés par le prix Nobel de chimie en 2008. Alors c'est un outil extraordinaire parce que là, on n'injecte plus un colorant, on le fait fabriquer in situ par une cellule, par la machinerie cellulaire, par clonage avec le gène de la protéine fluorescente. Et donc c'est un outil en particulier pour les visualisations des neurones et dans les connexions synaptiques dans le cerveau. Et c'est un outil pour suivre la dynamique de remodelage des circuits synaptiques au cours du vieillissement, par exemple. Et puis on peut rendre un animal complètement fluorescent. Ce n'est pas du tout une fantaisie de chercheur. Et c'est un outil qui permet de suivre, par exemple, l'expression d'un gène ou la propagation d'un virus. Et à ce moment-là, on programme toutes les cellules du corps pour fabriquer protéines fluorescentes. Alors, en utilisant... alors, ce que j'ai oublié de dire ici, c'est à propos des couleurs. Si on a plusieurs couleurs ici, c'est parce qu'il n'y a pas seulement la GFP, il y a des mutants de la GFP et il y a des tas de protéines fluorescentes que l'on peut extraire des coraux. Donc là, je reviens à mes animaux fluorescents. Vous voyez, il y a toute une panoplie maintenant. Et on peut acheter aux États-Unis pour agrémenter votre aquarium des poissons fluo. Alors je reviens à des questions maintenant bassement matérielles, parce que les aspects pratiques, il ne faut pas les oublier. Les couleurs fluo font partie de notre quotidien. Et vous avez ici divers objets surligneurs, etc. Ça fait partie de la mode, n'est-ce pas, madame? Et puis, c'est aussi utilitaire, comme vous le savez, avec les gilets de sécurité. Mais un exemple beaucoup moins anecdotique, c'est l'utilisation des azurants optiques pour rendre le linge plus blanc que blanc, comme le disait l'ancienne publicité. Parce que le linge a tendance à jaunir, pas élégant. Et donc l'astuce consiste, la très vieille astuce consistait à mettre un colorant bleu, mais ça donnait du gris. Maintenant, les années 1930, je crois, on met des azurants optiques. C'est dans la lessive, on ajoute un produit fluorescent bleu dont on voit très bien sous UV la fluorescence de la lessive en poudre ou liquide. Et ici, vous avez un exemple de composé fluorescent dans le bleu. Et la fluorescence bleue qui s'ajoute à la lumière jaune d'apparence du linge, et ben donne un blanc très lumineux. Ça représente des tonnages importants. Une autre application industrielle très importante, c'est le tube et les lampes fluo. Donc dans un tube fluo, il y a une décharge électrique de la vapeur de mercure. Les atomes excités de mercure émettent de l'ultraviolet qui excite 3 luminophores. Actuellement, c'est plus à base d'europium 3 et d'ytterbium. Et donc ces 3 luminophores émettant dans le rouge, le bleu et le vert, eh bien ça donne du blanc. Et pour les lampes fluo, eh bien on réduit la taille du tube et on le tourne sur lui. Et quand on veut avoir des enseignes lumineuses de différentes couleurs, eh bien on choisira le luminophore qui est intéressant. Alors il ne faut pas confondre avec le tube néon. Le tube néon stricto sensu, si je puis dire, c'est une décharge électrique dans un gaz, et il s'agit cette fois-ci de l'électroluminescence. Et du fait des différents niveaux excités du néon, c'est un spectre de raies dont la superposition dans l'œil donne une impression de jaune orangé. Et c'est selon le même principe que fonctionnent les lampes à vapeur de sodium basse pression qui servent à éclairer les autoroutes et les tunnels, avec un très mauvais rendu de couleur parce que la couleur est jaune. Mais à plus haute pression, la couleur est blanche, et puis c'est de même pour la vapeur de mercure à haute pression, et ça sert pour les éclairages extérieurs des stades, etc. Et puis je termine sur les diodes électroluminescentes, les Light Emitting Diodes, LED.
Je rappelle très brièvement le principe. Donc, dans une diode électroluminescente, il y a ce qu'on appelle une jonction PN, c'est-à-dire une jonction de deux semi-conducteurs. Semi-conducteur de type N comme négatif, c'est-à-dire avec des électrons, avec excès d'électrons, et un semi-conducteur de type P comme positif, avec un défaut d'électrons, c'est-à-dire des trous qui sont positifs, et par application d'un champ électrique, on fait migrer les électrons vers les trous, et quand un électron rencontre un trou, eh bien, il émet des photons. Les couleurs que l'on observe pour les différentes diodes dépendent de la nature du semi-conducteur. Le gros avantage, vous le connaissez, c'est la faible consommation, la petite taille, l'insensibilité aux chocs et vibrations, l'allumage instantané, et surtout la durée de vie très longue, de 30 000 à 80 000 heures. Et pour faire des LED blanches pour l'éclairage, eh bien, la méthode qui est généralement utilisée, c'est de prendre un semi-conducteur qui met dans le bleu, c'est-à-dire le nitrure de gallium et d'indium, et on tapisse le fond du réceptacle ici avec un luminophore qui, excité par la lumière bleue, donne un spectre assez large dans le jaune-vert. Donc toutes les longueurs d'onde étant représentées, on a une lumière blanche. Et souvent, le blanc est bleuté, donc pas très agréable. Mais on peut jouer sur l'intensité relative pour avoir un blanc plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Et donc, comme vous le savez, les diodes ont envahi notre quotidien pour l'affichage, pour l'éclairage, pour des applications parfois même saugrenues. Et puis, du fait de la faible consommation, eh bien, elles sont beaucoup utilisées pour l'éclairage de monuments, par exemple la tour Akbar à Barcelone et la tour Eiffel ici que j'ai photographiée depuis le palais de Chêne. Voilà, donc je terminerai parce que j'aurais aimé vous parler de chimiluminescence, de bioluminescence, mais mon temps est écoulé largement. Et je conclurai par une citation que j'aime bien du peintre Johannes Itten. Le secret le plus profond et le plus essentiel de l'action des couleurs demeure invisible même pour l'œil et ne peut être contemplé que par le cœur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Nous n'allons plus regarder le monde avec les mêmes yeux après cette conférence. Et nous avons quelques minutes maintenant pour poser des questions et échanger.